Puisque c'est la guerre civile et qu'il y en a qui n'ont pas de problème et d'autres qui en ont, comme d'habitude. Donc nous allons commencer. Et comme vous connaissez très bien Daniel Sibony, eh bien Jean-Jacques Chapoutot va vous le présenter encore davantage. Hein, et nous sommes très contents. Je vais essayer. Très contents de sa venue et de son élan. Voilà. Son élan. Vous êtes très content que je sois vivant. Très bien. Eh bien, justement. Alors, Jean-Jacques. Voilà. Quand Geneviève m'a proposé de présenter Daniel Sibony, j'ai accepté tout de suite. Pour d'autres, j'ai hésité, parfois refusé. Mais quelle responsabilité quand même. Vous rendre présent, alors que vous l'êtes déjà ici, en chair et en os, que vous l'êtes par les mots que tous ceux qui sont venus attendent dont vous leur fassiez cadeau. Et puis surtout, vous êtes très présent dans le champ analytique de ces 50 dernières années. Vous tenez une place éminente, singulière, à nous autres pareil, et ce qui peut être le plus important, une place à laquelle vous êtes écouté. N'ayant pas été votre élève, ni votre analysant, seulement votre lecteur et par-ci par-là votre auditeur, je me risque à parler de vous, devant vous, à des gens qui, normalement, vous connaissent déjà, certains de longue date. Je le fais avec l'espoir un peu naïf de leur faire apparaître quelques aspects de vous auxquels ils n'ont pas nécessairement pensé. Et en tout cas, je le fais avec beaucoup de plaisir. Vous êtes psychanalyste, philosophe, écrivain, mathématicien, peut-être aussi un peu acteur, chroniqueur, vous avez été chercheur, enseignant, toute pratique grâce auquel on peut penser, on peut transmettre et on peut s'engager. Or, à toutes ces places, vous êtes engagé, cela ne fait aucun doute. Vous êtes né dans une famille juive marocaine à Marrakech, dans la Médina. Votre langue maternelle est l'arabe dialectal, votre langue culturelle est l'hébreu biblique. J'ai appris hier que c'est une langue qui a perdu sa mort. Et vous avez été très... Et vous avez perdu sa mort. Et vous avez très tôt appris le français. En France, où votre famille avait immigré, vous avez appris la langue mathématique. Vous avez fait de cette discipline votre premier champ de recherche et vous l'avez enseigné brillamment. Maître de conférence à 25 ans, professeur à Jussieu jusqu'en 2000, on dit que vous n'avez cessé d'innover, d'expérimenter, de créer tout au long de votre enseignement. Votre recherche portait au départ sur la théorie du potentiel. Et vous avez notamment travaillé, je crois, sur les propriétés à la frontière des fonctions analytiques. D'emblée, vous étiez à la frontière de la topologie et de la psychanalyse. De l'analyse en mathématiques à la psychanalyse, il n'y avait, semble-t-il, qu'un pas. Et vous l'avez franchi allègrement en suivant l'enseignement de Jacques Lacan dans son école et en ouvrant un séminaire à Vincennes sur topologie et interprétation des rêves, auquel Lacan, justement, a assisté. Les mathématiques sont une technique de la matérialité, tout en pouvant constituer une activité de pensée de haute volée. Vous dites d'elles non seulement qu'elles soutiennent ceux qui les parlent, mais qu'elles renvoient au réel, alors que le discours lacanien ne renvoie qu'au réel lacanien, c'est-à-dire à l'impossible qui revient à la même place. C'est dire que de Lacan vous êtes vite revenu, tout en reconnaissant sa performance théâtrale et en conservant une certaine affection pour l'homme privé, comme vous en témoignez dans la lettre à Lacan que vous avez écrite à l'invitation récente de Laurie Laufer. De toute façon, vous ne sauriez être d'une école. Vous n'avez pas le tempérament d'un adepte. Et vous aimez trop les mathématiques pour souffrir qu'on ne s'en serve que pour ligoter le réel, alors que pour vous, elles sont riches de tous les possibles. Vous dites que ces axiomes sont des points de départ d'une course pleine de surprises, comme l'est la psychanalyse. Et je vous cite encore, pour moi, la mathématique, c'est l'aspect technicisable de l'ontologie du rapport à l'être. C'est la partie exprimable en termes de lettres et de calcul. La psychanalyse est un autre potentiel d'interprétation du rapport à l'être.
où les traces sont cette fois des symptômes, des événements, des signifiants de l'histoire, des transmissions. La question du rapport à l'être est l'affaire de votre vie. Votre thèse de philosophie, soutenue à Paris 1 en février 1985, est intitulée « Passage de l'être dans la tradition juive du livre ». Vos références en philosophie ont été Lévinas, de Santi, Atlan, de Certeau, d'autres peut-être. De Lévinas, vous avez cherché à comprendre ce que vous appelez sa tragédie, cette éthique du don de soi repliée sur elle-même dans une sorte de réalisme mou, à l'épreuve du nazisme, de la Shoah, de la dérive d'Heidegger. Vous lui opposez l'éthique du partage de soi, partage de l'être et du possible, qu'on retrouve partout dans votre œuvre, à l'appui du concept d'entre-deux que vous explorez dans tous les champs. Une grande partie de votre bibliographie est consacrée aux religions du livre, à leur rapport entre elles, à leur rapport à l'idée de Dieu, à ce que les sociétés en font. Dans Nom de Dieu par-delà les trois monothéismes, vous identifiez trois façons de gérer la charge symbolique et le narcissisme collectif. La faille pour le judaïsme, la médiation pour le christianisme et la perfection pour l'islam. Or, il faut se garder de chercher à combler la faille de Dieu et de lieu, car c'est dans cet entre-deux que naît le symbolique et que se transmet l'humanité. D'où vos réflexions sur la violence et sur la haine, sur l'antisémitisme comme sur la violence identitaire, sur les intégrismes. Votre bibliographie est en fait trop fournie pour que je cherche ici à la résumer. J'ai compté 47 titres. Vous les classez vous-même en quelques thèmes qui se recoupent: la création en art et en littérature, les problèmes d'identité et leurs effets sociaux, le symbolique comme transmission, les essais psychanalytiques et les essais ontopsychanalytiques, auxquels j'ai emprunté l'essentiel de mes citations, puisqu'ils sont ceux dans lesquels vous parlez le plus de vous-même. Votre style d'écriture est particulièrement fluide. On reconnaît l'enseignant, peut-être. Et si votre écriture est parfois proche de l'oral et apparemment simple, en fait, elle est toujours dense, et elle peut se complexifier à l'approche des replis de la psyché. Vous êtes un infatigable commentateur des événements du monde, petits ou grands, pour ouvrir à penser, pour refuser le conformisme, pour en tirer toujours un peu de quoi tenir bon, ce que vous faites sans violence mais avec fermeté. Vous vous définissez enfin comme un passeur d'être. C'est ainsi que vous nommez votre travail d'interprète, d'analyste, franchir des secousses d'être, transmettre de l'être à ceux qui souffrent de ce qu'ils sont et qui ainsi appauvrissent leur rapport à l'être, les ouvrir au possible. À propos d'interprète, je conseille la lecture de Traduire la passe, votre exposé au colloque de Londres en 1985 sur la traduction. Vous dites encore, l'être est impliqué dans l'amour de façon essentielle. Aimer l'être, cela veut dire, quoi que l'on soit, aimer le fait d'en sortir, quitte à pouvoir y revenir autrement. Qu'on soit génie, écrivain, père, enseignant, acteur, aimer le fait de ne pas être cela, de mordre sur d'autres possibilités d'être, cela vous aide en passant à être ce que vous êtes. Votre idée peut-être de la visée de la cure analytique, tout autant que de votre engagement dans le monde. Voilà. Merci. Écoutez, je suis impressionné par la précision des références et je vous remercie. Et ce que j'aimerais, dans le sillage de ce qui a été dit, c'est prendre cette postmodernité et en étudier la psychopathologie comme d'un symptôme, comme d'un événement du monde. Un événement tellement flou, vaste, diffus, en même temps que précis et percutant, qui fait que
ce serait oiseux de le définir. Je vous fais confiance, vous cliquez sur Google, postmodernité, et vous aurez beaucoup de discours qui décrivent l'état du monde, les courants de pensée, etc. Moi, je crois que pour que ce soit fructueux, on va partir de choses simples et concrètes. Et en même temps, vous allez voir qu'elles sont assez abstraites au bon sens du terme. Rien ne serait arrivé des questions qui nous intéressent sans la technique. La technique, c'est quelque chose d'énorme que les psychanalystes devraient cogiter. Pour ma part, j'y ai contribué dans un livre qui doit dater facilement de 1988 ou 9. Donc ça fait déjà 30 ans. Et qui s'appelle « Entre dire et faire, penser la technique ». Et ce que j'y raconte est complètement analytique. Je dis que toute technique est la mise en place d'une mémoire de plus en plus complexe, d'une mémoire qui, au départ, retient pour nous des choses, mais qui très vite et récemment nous retient. C'est-à-dire qu'on en fait partie. Et ça va définir des rapports différents avec l'objet. Donc c'est la mise en place d'une mémoire qui va nous mettre en contact avec le monde, avec d'autres mémoires, avec nous-mêmes, donc qui va impliquer nos modes de perception. Eh bien, figurez-vous que entre perception et mémoire, si vous avez bonne mémoire du livre de Freud sur les rêves, c'est ça la première topique. Le dessin que fait Freud à la fin du bouquin, il dit voilà la psyché, et il dessine des barres, rappelez, avec d'un côté perception, de l'autre mémoire. J'espère que ça vous... Voilà. Eh bien, c'est ça la bonne topique à avoir en tête si on veut faire signe à Freud, sinon on n'en a pas vraiment besoin. Ça travaille entre perception et mémoire. Et ça fait quoi? Eh bien, cette mise en place, cette mise en scène de la mémoire produit et suppose ce que j'appelle des transferts aux deux sens du terme. Transfert, c'est-à-dire déplacement d'un matériau, d'un discours, d'une idée, d'un affect, d'une pensée, d'un lieu à l'autre, d'un sujet à l'autre. Mais comme la technique concerne l'acte de faire, ça implique aussi le désir de faire au-delà. C'est ce que j'appelle le transfert. C'est-à-dire que toute technique est marquée par ce transfert de données. Enfin, même les commerçants de l'informatique peuvent en parler. Ça se monnaie, des transferts de données. Donc, des transferts de fonds numériques. Et je ne vais pas vous rappeler que toutes vos données, dont on vous serine qu'elles sont protégées, chaque fois qu'on vous signale qu'elles sont protégées, elles sont pompées pour être vendues. Donc, transfert de données et transfert, au sens de faire au-delà. Et c'est très
très important parce que ça vous oblige à penser l'enracinement de la technique qui est un enracinement pulsionnel. Il y a une pulsion de faire. L'homme a besoin de faire. C'est trop facile pour des psys un peu ringards de ramener le faire au registre anal. Bien sûr, l'enfant doit faire pour faire plaisir à sa mère, pour faire ce qui doit se faire, etc. Mais l'humanité a quand même travaillé et sublimé ça d'une façon gigantesque. L'homme a besoin de faire des choses. Et c'est peut-être la seule issue qu'il trouve. C'est pourquoi la technique, son existence, a une puissance symbolique de tiercité, de mise en place de tiers, c'est que quand il ne sait pas quoi faire dans une situation, il essaye de trouver autre chose à faire. Sinon, il va tourbillonner en rond autour d'une compulsion qui va déployer sa pulsion initiale qui est de faire. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Qu'est-ce que tu fais de ta peau? Donc la technique, il faut la penser dans ces termes-là. Ce n'est pas un désagencement métallique, objectif, comme ça, qui pose leur emprise, ou numérique, qui pose leur emprise sur nos modes de vie, qui nous aliènent. À quoi ne sommes-nous pas déjà aliénés, sachant que notre travail, c'est d'essayer de nous désaliéner, pour s'y reprendre autrement. Donc, la technique, c'est tout un travail qui se fait de mise en place explosive de mémoire chargée de transfert aux deux sens que je vous dis, et donc impliquant du réel, de la matière, des sujets, des corps. Et c'est évident qu'il y a des mutations, pour moi extraordinaires. Laquelle? De pouvoir calculer. Vous verrez dans mon livre, pas celui-là, mais un autre, qui s'appelle « Question d'être ». Entre Bible et Heidegger, il y a un petit chapitre sur la technique où je critique le point de vue de Heidegger qui dit que la technique c'est du calcul, la science c'est du calcul. Sous-entendu que ce qui caractérise l'humain c'est l'incalculable, que la pensée est authentique, celle qui vise l'originel relève de l'incalculable. Ça veut bien dire qu'il ne sait pas de quoi il parle. Parce que quand vous avez un théorème qu'on ne sait pas résoudre, qu'on ne sait pas démontrer depuis des dizaines d'années, et que vous avez une machine qui, elle, le démontre, mais en faisant des calculs qui vous demanderaient à vous un siècle. C'est un phénomène intéressant, poétiquement. Il y a un moment où la vitesse de calcul, la puissance de calcul est telle que, finalement, votre théorème, il se démontre sans vous. On peut entendre autrement les fausses peurs que l'on se fait en se disant et en clamant alentour, est-ce que toutes ces avancées techniques ne vont pas
nous échapper et produire quelque chose de monstrueux. Est-ce qu'on n'est pas en train là, avec toutes ces grèves, ces manipulations, d'aller vers la production d'un homme augmenté, d'un homme dépassé, d'un transhumain? Est-ce qu'on n'est pas en train de créer des conditions d'une immortalité? Bien sûr que c'est bourré de fantasmes, mais le noyau un peu sensé de la question, c'est que ceux qui parlent comme ça ne savent pas quoi faire avec ce qui nous échappe de ce que nous faisons. Et là, c'est le b.a.-ba de la psychanalyse. Vous avez tout le temps affaire à vous-même et aux patients qui sont tels que, dans leur vie, l'essentiel de ce qu'ils font leur échappe, ou de ce qu'ils disent leur échappe, ou une bonne partie, grâce à quoi on peut les aider. Si ça ne leur échappait pas, ben, je ne vois pas comment on pourrait tenir quelque chose. Donc, on est en plein dans disons, une texture psychique passible de la psychanalyse, de la réflexion psychanalytique, et on est en mesure d'entendre et d'analyser toutes sortes de choses qui se présentent comme, voilà, alors j'ai dit transhumain, ben oui, j'ai parlé à des publics qui prenaient ça très, très à cœur. Et si on nous produisait un humain qui serait au-delà de l'humain? C'est pourquoi j'ai donné comme titre « Est-ce que l'homme peut se dépasser en cessant d'être lui-même » Ben, bien sûr que non. Parce que s'il se dépasse, il saute dans le vide, là où il atterrit, c'est encore lui. Sauf qu'entre-temps, il s'est cassé, tant mieux. L'homme sera toujours en état de dépassement, s'il le peut, quitte à atterrir sur d'autres parts de lui-même, et il sera toujours souffrant d'être identique à lui-même et coupé de lui-même. Et alors on amène l'idée de la mort. Voilà, est-ce que, voilà, à quoi j'ai répondu? Ben, si avec un coup de greffe qui remplace des fonctions déglinguées, si à coup de greffe on arrive à réparer tellement bien notre corps humain jusqu'à le rendre, voilà, performant au-delà des fonctions qui le rendent mortel, eh bien on en fera donc un magnifique dispositif machinique. Mais c'est là qu'il deviendra mortel. Parce que toutes les machines finissent à la casse, quelle qu'elle soit. Et ce n'est pas votre portable que vous êtes obligé de changer presque tous les ans ou tous les 2 ans qui va nous démentir. Toutes les machines les plus intelligentes s'effondrent sur un bug ou un accident grave, ou bien finissent usées à la casse, ou finissent dépassées par le transfert qui concernait cette machination. Donc, il n'y a pas de risque qu'on devienne immortel. Et si encore une fois, on arrivait à tellement bien bricoler les choses, ce qu'on obtiendra, ce n'est pas un surhomme, c'est un double qui existe déjà. Il y a déjà des boîtiers en vente, pas à la FNAC, mais il y a des boîtiers
tout à fait opérationnels qui servent de double à la personne, c'est-à-dire d'interlocuteur à qui la personne peut parler, peut dire voilà, toutes ces grèves, ça me tue, je ne comprends pas ce qu'ils veulent les uns et les autres. Est-ce que ça ne ressemble pas à des processus de deuil? Et le boîtier répondra, mais oui, ça y ressemble tout à fait. D'ailleurs, il y a des exemples, et même individuels, dans lesquels, quand on bute sur une impasse, eh bien, on commence par se frapper, par se faire du mal, avant d'accepter. Et voilà, ce serait un dialogue entre le sujet et son boîtier. Il y a un monsieur qui a fait cette expérience, qu'il a produite la première fois, mais ce n'était pas un boîtier aussi performant qu'aujourd'hui, c'était un ordinateur. Ce monsieur s'appelait Weissenbaum et il a mis un programme dans son ordinateur qui était très très inspiré, qui avait intégré un discours très inspiré d'un psy qu'il connaissait bien, Rogers. Et donc, les gens discutaient avec l'ordinateur dans le style d'une séance avec un psychanalyste rogérien. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, tout le monde était émerveillé, la discussion tenait. Or là, c'était un programme déjà écrit. Par différence avec les nouveaux programmes qui sont des programmes d'intelligence artificielle, dont je vous expliquerai la nuance. Des programmes déjà écrits, ça veut dire que l'ordinateur savait que s'il dit « oui, ça va vraiment pas », ou bien « mon père, une fois de plus, s'est dégonflé », peut très bien, s'il ne sait pas quoi répondre, dire « est-ce que ça vous fait de la peine de dire que votre père s'est dégonflé ?» Et donc la conversation continue. Et il a été stupéfait. Les gens étaient contents. Et des chefs psychiatres d'hôpitaux aux États-Unis ont convaincu leur administration d'acheter ces appareils quand il y a une pénurie de psychothérapeutes. L'intéressant, c'est que les gens qui participaient à cette expérience et qui ont continué savaient qu'il n'y avait pas grand-chose dans l'ordinateur. C'est là qu'on va s'élever vers le niveau de la croyance. C'est que ils savaient que c'était un programme écrit, mais ils constataient que la conversation tenait un bon petit bout de temps et que ça leur faisait du bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un petit objet ludique, transitionnel, si on veut, un petit objet qui est non seulement un support en miroir, mais un rapport de miroir suffisamment intense pour suggérer un lien symbolique, affectif. La secrétaire de ce Weissenbaum lui a demandé de se retirez-vous s'il vous plaît parce que là la conversation devient intime. Autrement dit, elle avait fait un transfert sur cet objet. Transfert en quel sens? Et vous allez voir que, en tout cas selon moi, ça remet en question la définition lacanienne du transfert. Parce que la définition lacanienne, c'est que
c'est un sujet supposé savoir. Eh bien, il se trouve que c'est pas tellement de le supposer savoir qui a attiré les personnes, c'est de le supposer comprendre. Il me comprend. Ça veut dire il est capable de maintenir avec moi un certain lien qui a toutes les apparences du vivant, suffisamment vivante pour que ça me fasse vivre un bon moment. Et après, je le range au placard. C'est pas un sextoy, c'est un logotoy ou un affectoy. Bref, c'est une dimension de jeu. Et il faut vous dire que l'essentiel des techniques, c'est à base de numérique, c'est-à-dire, je reviendrai à cette base numérique, l'essentiel des techniques, aujourd'hui, c'est flanqué de tous côtés de jeux. Les jeux vidéo qui explosent, qui captent les adultes, c'est pas simplement des petites drogues, c'est des fixations de leur pulsion ludique pour jouer avec un être intelligent. Alors je vais essayer de vous préciser ce qu'on entend par intelligent. Intelligent, ça veut dire que non pas qu'il a intégré un programme intelligent, c'est-à-dire capable de suivre, de répondre, de comprendre, d'anticiper, d'être proche, de faire vibrer un certain lien, c'est que on y a mis suffisamment de données proches des problèmes qui vous concernent, qui concernent les utilisateurs, et on a fait marcher des données dont on ne sait pas quoi faire. Parce qu'on ne sait pas les coordonnées. Et on a fait marcher des processus d'apprentissage. C'est-à-dire que la machine apprend à parler avec ces données-là. Donc, fait écumer, floculer un langage qui intègre ces données et qui continue la conversation avec lui-même jusqu'à produire des énoncés pertinents. Il en produit beaucoup de non pertinents, on ne les retient pas. Ça veut dire qu'on récupère le phénomène que je vous ai signalé au tout début, qui moi, en tant que matheux, m'a impressionné, c'est la puissance de calcul. Parce que pour qu'on puisse fournir ces données à des gens intelligents et qu'ils les travaillent et qu'ils concoctent quelque chose, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir quelques pages chacun, dont on fera quoi? Tandis que les données à une puissance de calcul, on peut dire surhumaine, qui décante à partir de là quelque chose de sensé, et c'est presque, nous ça nous est familier. Ça veut dire donner à un individu des choses, enseigner à un enfant, transmettre des signifiants, une éducation, etc. Puis ça travaille en son absence, dans son inconscient, et les énoncés qui en sortent après, ben, ils nous étonnent, parfois nous émerveillent, à la manière dont peuvent nous émerveiller des énoncés sortis d'un apprentissage intelligent, c'est-à-dire d'une machine fondée non pas sur de bons programmes, mais sur cette intelligence artificielle. Tout ceci pour vous dire que bien sûr le langage là-dedans est essentiel, mais on est loin
de simplement le maniement de tel ou tel signifiant. On est vraiment dans des engendrements de langage, dans des transports, transferts, transformations de langage, dans des questions qui vont frôler justement ce qu'il y a de plus humain en nous. Et qu'est-ce qu'il y a de plus humain en nous? Qu'est-ce qui, en nous, échappe au mécanique, au machinique? Ce serait quoi l'humain? Qu'est-ce qui spécifie l'humain, finalement? Vous, les psychanalystes, vous avez une réponse? Qu'est-ce qui spécifie l'humain? Est-ce la capacité d'aimer? Non, on ne peut pas le dire. Non pas que l'humain n'aime pas, mais que les chiens peuvent aimer mieux. Et quoi, rire, les bêtes aussi. Allez, lancez des... Hein? De tuer. De tuer. Les bêtes font ça pas mal. À l'échelle des hommes, oui, ils font pas. oui, oui. C'est-à-dire, là, vous parlez de la technique. Donc, tuer de façon technique. De manière, non pas animale, mais humaine. humaine. Voilà. Voilà. Ah, oui. Travailler. Aimer travailler. Travailler, les animaux travaillent et on apprend, et on leur apprend, certains apprennent, certains singes apprennent. La technique. Voilà, apprennent des petites techniques d'outillage et pour fabriquer quelque chose qui va fabriquer. Donc l'histoire du signifiant ne suffit pas. Hein, il fabrique non pas un objet utile, mais un objet qui sera. Donc déjà du second ordre. Pour moi, ce qui spécifie l'humain, c'est la capacité d'interpréter. C'est-à-dire de passer d'un langage à un autre, c'est-à-dire de faire communiquer le corps et l'esprit. Parce que ce que fait la psychanalyse, vous lui dites, voilà, le sujet s'est comporté comme ça, etc. Et vous dites, ça, si c'est Dolto, elle vous dit, ça, c'est sa première phase anale qui fait que, etc. Elle ramène au corps. Si c'était dans le corps, on ramène à autre chose. C'est la capacité de faire jouer l'entre-deux langage. C'est-à-dire la capacité de révéler l'insuffisance des langages. Et oui. Même si tous baignent dans la langue, ça nous fait une belle jambe. La question c'est comment vous changez de langue et comment vous arrivez à vous débrouiller avec ça. Donc, on est dans... Ah ben, allez, je marque une petite pause pour vous lire un petit passage d'un cœur nouveau. Hein, vous voulez? Oui. Voilà. Bien des transformations du corps se réduisent à ce qu'explore la chirurgie et la médecine. Au Moyen-Âge, celui qui se serait plaint d'une malformation aurait subi les foudres du prêtre. Ton Créateur t'a fait ainsi, sois heureux de vivre et tais-toi. Aujourd'hui, on le répare, mais parfois, avec toutes les retouches, il ne trouve pas le trait juste. Il n'arrive pas à intégrer l'image nouvelle qu'il a de lui. C'est qu'il s'agit d'une chirurgie narcissique. Elle tourne autour de l'insaisissable qui n'est peut-être que la manière dont on est doué pour la vie. Et ce don ou ce charme, la technique peut le manquer. C'est vrai que la technique ne produit pas la grâce. Mais elle court après la tentative de la produire aussi loin qu'il le faut, sans l'atteindre, mais le chemin est intéressant. Et la course entre
la technique et l'esprit, c'est la même que la course entre le corps et l'âme, entre le corps et l'esprit. Parce que toutes les techniques imitent le corps, imitent la nature, et essayent de l'imiter, sauf qu'aujourd'hui, l'imitation doit arriver à greffer en retour l'objet qui a été produit, c'est-à-dire à l'intégrer. Et tout le problème des malaises qui ont lieu avec cette pseudo-révolution numérique, c'est l'intégration des objets produits à une certaine subjectivité qui, cette intégration, quel est le drame? C'est quand elle réussit. Parce que si l'intégration est réussie, ça veut dire que c'est l'objet fabriqué qui est adéquat à ce que vous êtes et qui déjà s'est emparé d'une partie de ce que vous êtes. Et ça a été signalé il y a longtemps. Nous programmons les machines et les machines nous programment. C'est sûr que ce qui nous guette aujourd'hui, c'est pas comme on nous le fait redouter, qu'on trouve des robots de plus en plus nombreux partout, etc. Pas du tout. C'est de rencontrer des hommes qui parlent comme des robots, des vrais humains, c'est-à-dire qui ont déjà tellement intégré cette logique que, à la limite, une machine peut être plus intéressante comme partenaire. Si le sujet a des problèmes de mémoire, on rêve de lui greffer des puces pour la lui agrandir. Quelle prothèse lui rappellera de se rappeler? Effectivement. Voilà un cas. Si les sujets perdent un pan de la mémoire, on peut leur greffer beaucoup de mémoire. Mais l'impulsion de mémoire, c'est-à-dire le désir de se rappeler, qui lui est à base purement symbolique, puisqu'il se rapporte au nom. Qui va l'appeler à se rappeler? C'est son nom, c'est la manière dont il est appelé. Ben, s'il ne sait même plus comment il s'appelle, ou si l'appel de son nom ne le fait pas vibrer, ça veut dire qu'il n'y a pas de prothèse. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas de quoi améliorer la condition de ces gens qui ont perdu cette mémoire. Parce que voilà un phénomène du technique que même les techniciens n'ont pas le temps de penser, ou peut-être pas la subtilité de penser, mais les autres non plus, ceux qui se méfient, ceux qui font métier de se méfier de la technique. C'est que souvent, c'est à l'occasion d'une technique, de la mise en place d'une technique, que des effets symboliques apparaissent. Je vous donne un exemple. Prenez des couples infertiles. Tous les appareillages médicaux ont échoué pour qu'ils puissent avoir un enfant. Donc les protocoles prévoient qu'ils rencontrent le ou la psychologue. Je connais nombre de cas où c'est à partir du fait que les tentatives de fécondation ont échoué, donc où la technique a échoué, mais a été présente comme tentative, que le type a découvert que son père était un tueur, la femme a découvert que
sa mère en mourait, etc. et que ça a pu se débloquer. Donc, il faut savoir que ces objets, qui sont des objets respectables, c'est-à-dire chargés d'un potentiel de mémoire pouvant induire ou déloger ou débusquer des transferts non formulés. Donc, il faut garder, pour nous, psychanalystes, et pour quiconque réfléchit à ces sujets, il faut avoir en tête que des gens cherchent jour et nuit sur la planète pour voir comment les processus physico-chimiques de notre machine corporelle peuvent se prolonger jusqu'à atteindre les processus mémoriels, mentaux, spirituels. J'entendais l'autre jour un grand spécialiste des sciences cognitives, il dit voilà, on est devant des données, il a cerné sa région de recherche dans le cortex 1 cm². Ça lui fait des millions et des millions de données dont il ne sait pas quoi faire. Et il les livre au traitement d'une machine qui va apprendre à parler avec ça. Donc il va se modeler sur ça. Lui, il s'imagine que quand il aura modelé le cerveau, ça va être la révolution. Ça ne le sera pas, mais ça sera une chose intéressante. Et là, je rentre de Tel Aviv, où des chercheurs ont créé numériquement un cœur artificiel. C'est-à-dire, ont formé avec de la matière un cœur qui sont en train de travailler et qui est entièrement tissé par l'impression de cellules cardiaques. Donc capable de battre. Vous savez que notre cœur bat parce qu'il est fait avec des cellules qui sont programmées pour battre. Et comment s'orchestrent ces millions de battements, c'est une autre affaire. Mais bien, ils sont, voilà, sont très bien. S'ils arrivent à le greffer, moi je serai le premier content. Parce que les greffes d'organes manquent, des gens meurent, et si le fait d'avoir un cœur en plastique fait que vous êtes sans cœur, vous n'avez pas de cœur, ça veut dire que votre cœur, il valait pas cher. Voilà. C'est d'ailleurs de là que vient le titre de mon livre, Un cœur nouveau. Un cœur nouveau, c'est une phrase d'Ézéchiel. C'est Ézéchiel à qui son Dieu dit de dire au peuple hébreu, je vous donnerai un cœur nouveau. J'enlèverai le cœur de pierre qui est en vous et je vous donnerai un cœur de chair. C'est intéressant. Ah ouais. Parce qu'il parle à des vivants, donc qui ont un cœur de chair. Mais il trouve qu'il ne va pas ce cœur de chair. On peut espérer comme ça, c'est bien. Il ne va pas parce que il ne fait que fonctionner. Or, le cœur repose non seulement sur la donnée de la pulsation fondamentale qui le fait battre, mais sur la capacité d'impulsion, impulsionnelle, qui le perturbe, qui s'appelle des émotions, qui est tout à peu près tourne autour de l'amour et de la haine. Et donc, voilà, je vous donnerai un cœur nouveau. Alors je ne vais pas vous lire, parce que ça va prendre du temps, et je vous dis quand même une chose, c'est que Freud, il évoquait
l'homme revêtu d'un habit prothétique. C'est-à-dire que Freud avait pensé à la question des prothèses, c'est-à-dire d'objets intelligents qu'on grefferait sur l'humain pour l'aider à se tirer de certaines impasses. Ce qui est, j'ai cherché dans les textes psy, je n'ai trouvé que des choses très négatives, très méprisantes. Là-dessus, c'est du fétichisme, c'est pas sûr du tout. C'est-à-dire que vous avez un revêtement qui redouble l'organisme par une structure plus avertie que le corps, mais ça ne lui enlève pas son âme et sa zile, comme dit Freud, son appareil psychique. Ça lui donne à s'articuler avec un autre langage, qui est le langage de ce revêtement. Et si je parle de revêtement, c'est en tant que mathématicien, parce qu'en mathématiques, lorsqu'il y a des situations vraiment très glauques, où on ne voit pas grand-chose, on fait un revêtement de l'objet pour déployer toutes les singularités, c'est-à-dire pour les étaler. Et ça donne, c'est comme si quelque chose de compact donnait lieu à un feuilletage, un paquet de feuilles où s'écrivent les différentes singularités. Ça rappelle ce que disait Proust de la nécessité d'écrire son livre intérieur, c'est-à-dire pas seulement l'histoire de sa psychanalyse, mais ce qui vous tient à cœur, c'est-à-dire ce qui demande à s'exprimer, que vous exprimez chez le psychanalyste, et que vous pouvez aussi exprimer dans votre singularité d'être humain qui interprète de façon nouvelle. D'où la spécificité que beaucoup retiennent de l'humain, c'est qu'il est créatif. Et créatif, ça veut dire capable d'exposer sa matière verbale, sensorielle, perceptive à une dynamique équivalente à un calcul très intense qui peut en dégager un énoncé nouveau. Et là, je reviens sur la notion de calcul. Calcul, ça, si vous avez compris l'exemple que j'ai donné au début, ça ne veut pas dire pur combinatoire. Calcul, ça veut dire agencement intelligent de propositions telles que, une fois livrées au mécanisme déductif foisonnant qui nous échappe, éventuellement, nous donne à l'arrivée quelque chose d'étonnant, surprenant, signifiant. Eh bien, quelque part, c'est le point le plus crucial sur lequel a buté la pensée moderne sur la technique. Parce que la pensée moderne sur la technique s'inspire beaucoup de Heidegger, qui dit la science ne pense pas et la technique ne fera jamais que calculer, alors que l'humain est incalculable. La technique, ça vient de techné, en grec, qui se réfère à l'art du potier. Ça veut dire, c'est l'art de façonner quelque chose. C'est l'art de faire un objet qui se tient, qui est cohérent avec sa fonction. À l'autre pôle de la pensée grecque, il y a la pensée hébreu, biblique. Et
dans cette pensée, ou plutôt dans cette texture biblique, la technique se rapporte à l'acte de faire. Et faire, c'est un mot de la même racine que histoire. Faire, c'est faire des histoires. À tous les sens du terme. C'est raconter une histoire. Avec une matérialité. Fais-moi un dessin, dit-on à l'enfant, bloqué. Ben, il fait un dessin et il raconte l'histoire. On l'a lui fait raconter. Il a sorti de lui, il a fait une petite page de son livre intérieur. Et je dois dire à ma honte que l'autre soir, avec un patient que je vois déjà depuis quelques années, si je lui avais fait faire un dessin quand il est venu, mais on a perdu l'habitude de demander aux adultes qui arrivent de faire un dessin. Et j'ai découvert que, dans son discours, qu'il n'avait jamais vu son père et sa mère à table en même temps avec lui. Un enfant aurait dessiné une table avec personne, avec un type debout, avec un autre type loin, mais la table vide, on aurait dit, tiens, il ne mangeait pas à table, non. Le père ne s'asseyait jamais à table. Inutile de vous dire que le noyau convivial était assez déglingué, c'est-à-dire la capacité de poser son désir dans le rapport convivial à l'autre. Mais bon, je ferme la parenthèse. Donc, il y a peu de risques que ce revêtement prothétique fasse de nous des fétiches ou nous munisse d'un fétiche. Pourquoi? Parce que les humains ont une capacité incroyable de ruser et de se protéger et de se défendre contre l'emprise fétichiste qui veut se saisir d'eux alors qu'ils ne sont pas dans le fétichisme. Les gens arrivent merveilleusement à déjouer l'emprise de la texture numérique qu'on est prêt à leur jeter sur le dos comme on jetait les filets sur les Noirs de la Guinée pour les réduire en esclavage, pour les embarquer dans les bateaux. Et les gens savent ruser avec ça et ne pas se laisser avoir. Simplement, il faut prendre conscience du fait que la notion d'objet n'est plus la même qu'avant. Pour nous, psychanalystes, on devrait être psychanalystes et aussi mathématiciens. On devrait être introduit à ces bouleversements de l'objet de façon très simple. Quel psychanalyste ne sait pas que l'objet, c'est pas un truc extérieur, mais c'est quelque chose qui ne s'élabore comme objet que parce que déjà il est en rapport, lui, avec l'objet. Que déjà cet objet a été perdu, par exemple, et retrouvé. Donc, or, on remarque le foisonnement de références aux liens. Qu'est-ce qui se passe dans Internet quand les gens communiquent, etc. On peut dire que c'est de la foutaise, c'est vide, etc. C'est pas toujours vrai. Il y a des liens peut-être provisoires, mais qui donnent accès à un autre lien, et c'est à eux de savoir consommer la chose, non pas modérément, mais en fonction de leurs désirs. Mais on ne va quand même pas incriminer ces montages numériques parce qu'ils ne se chargent pas en plus d'apprendre aux gens à surveiller leurs désirs. Si les gens se perdent, ben, très bien qu'ils se perdent et ils se retrouveront. En tout cas, nous n'avons pas la charge, la garde de l'humanité pour qu'elle ne soit trompée par personne. L'humanité vit de ses propres tromperies
et c'est pas plus mal. Mais le rapport à l'objet est devenu différent. L'objet, aujourd'hui, vous en faites partie dès que vous entrez en contact avec. C'est-à-dire que c'est un autre objet que vous fabriquez. Et les entreprises l'ont très bien compris. Elles vous font fabriquer des objets qu'elles fabriquaient avant. C'est vous qui faites vos billets, vos réservations, vos plannings, c'est vous qui devez savoir qui vous a... C'est-à-dire que, gentiment, pour vous faciliter le travail, on vous embarque dans la fabrication d'objets qui sont hautement commercialisés. Le succès d'un truc aussi incroyable que Google, c'est quand même, ça mérite une petite réflexion analytique. Qu'est-ce que c'est Google? Bien sûr, c'est la plus géante bibliothèque jamais produite. Vous êtes à la montagne, vous avez besoin d'un poème de Baudelaire parce que vous discutez avec votre copain, vous prenez le téléphone et vous apprenez même ensemble le poème. Hier, j'avais besoin d'une citation de Proust qui était confuse. Dans ma tête, je ne vais pas feuilleter les 4000 pages de la recherche. Du temps perdu, je prends la recherche sur Google et je clique quelques signifiants et j'ai le chapitre. Donc Google, et à quoi c'est dû? Comment s'est produite cette bibliothèque? Cet objet, ce livre inouï, et il s'est produit par la puissance de calcul rapide qui a produit, par exemple, des scanners capables de vous scanner un camion de livres en 10 minutes. Il le bouffe et vous le retrouvez sur écran. Ça veut dire que, et ensuite, avec des logiciels astucieux, ils font non seulement le feuilletage des mots, qui vous permet de les feuilleter presque à l'infini, pas vraiment, vous n'aurez jamais le temps, mais ils les mettent aux enchères. C'est-à-dire qu'après, ils vendent aux annonceurs les mots qui ont été le plus souvent fréquentés. Bref, je vois que 1 heure est passée, je répondrai à vos questions, mais j'aurais voulu surtout vous avoir transmis que toutes ces choses-là ont une dimension affective et symbolique, non pas par elles-mêmes, contrairement d'ailleurs à ce que dit Lacan dans un séminaire de 56 où il évoque la cybernétique, consultez-le, et il dit « Le calcul que fait une machine cybernétique, c'est ça le symbolique. » C'était en 56, on peut lui pardonner. Mais c'est pas ça le symbolique. Après, il a fait la lettre volée, où il y a un calcul du premier niveau, un calcul sur ces objets, puis un calcul sur les relations. Et maintenant, c'est courant. Ce sont des objets-relations. Il n'y a plus que des relations. Et cette logique de la relation, elle déferle partout. Et là, sa dimension potentiellement symbolique, parce que les gens ont un besoin symbolique. Ceux qui faisaient l'expérience de Wissenbaum et qui dialoguaient avec un pauvre ordinateur, avec un petit programme rudimentaire, ils disaient « Donne-moi quelques instants d'une conversation qui me fasse rire, qui me parle, même avec un être qui n'est pas humain. »
il y a peut-être une poétique de l'inhumain à intégrer. Après tout, l'inhumain, ce n'est pas seulement la cruauté ou la méchanceté, c'est la capacité de jouer avec des prolongements du corps humain et de l'esprit humain qui se prêtent à ce jeu. Si d'autres détournent ce jeu, notamment le détournent à des fins mercantiles, il n'y a pas à s'en plaindre, c'est la société qui est faite comme ça. Si des gens arrivent à promouvoir des peintres médiocres parce qu'ils misent dessus de façon spéculative, ça donne toutes sortes de chaos dans l'art contemporain, mais l'art contemporain, quand même, c'est quelque chose de plutôt positif. Voilà. Je m'arrête un petit moment, le temps que vous... Mais à la France, vous dites qu'il n'y a plus de distance. Avec Parce que, plus de distance avec quoi? par exemple, vous êtes dans une montagne, là, je ne sais pas où, et vous pouvez parler à quelqu'un ici. Ah oui. D'accord? Non, la distance, ça veut dire que la distance, elle est toujours, parce qu'il va y avoir toujours la langue. Il faut s'exprimer quand même dans quelle langue. D'accord? Il y a quand même je cherche ce qui peut empêcher tout ça. Vous cherchez? Ce qui peut empêcher ce que vous avez dit. Ah, vous cherchez ce qui peut... Mais bien sûr, vous avez raison. Voilà. Mais cherchez ce qui peut Il y a l'empêcher. la langue. La langue, c'est-à-dire? Moi, je parle portugais, je ne parle pas chinois. D'accord? Et alors? Alors, il n'y a pas de communication, ce n'est pas tellement évident parce que je peux être dans une montagne et parler avec le Brésil entier, mais pas avec la Chine. Rassurez-vous, même si on parlait tous la même langue, ce qu'à Dieu ne plaise, la Bible a pris ses précautions, elle a fait la tour de Babel. Non, Mais je cherche ce qui peut difficulter là. et ce que vous m'empêchez de dire, c'est que, rassurez-vous, il y a déjà de la difficulté. Ça veut dire que les distances ne sont pas abolies. C'est pas parce que vous parlez avec n'importe qui sur la Terre que la distance est abolie. Je dirais même que la distance est plus juste. Vous la sentez mieux, la distance. La distance n'est pas abolie. Et dire que les distances sont abolies avec les avions, c'est de la rigolade. Parce que pour aller aujourd'hui, pour faire un voyage qui dure 3 heures en avion, vous perdez 2 heures à l'aller, 3 heures avec la sécurité, 1 heure ou 2 au retour, ça vous fait déjà une entreprise, mais qui, le sens philosophique de la chose, c'est que l'approche des objets est devenue même moins immédiate, parce que on approche les objets par des choses très encombrantes. Mais c'est un encombrement inévitable. Donc on retrouve, on retrouve une vérité que les scientifiques avaient perçue il y a longtemps, il y a presque un siècle, c'est que nous n'avons pas d'accès direct à la réalité. Alors bien sûr, les psys peuvent s'en tirer en disant « mais la réalité, c'est du fantasme ». Non, non, il faut être sérieux. Il y a la réalité, elle existe, mais nous n'y avons pas accès. Nous avons accès à des approches de la réalité qui se ressentent de l'encombrement qu'elles produisent. Vous avez entendu parler des blocages que la physique quantique a mis en évidence. Ouais.
Voilà. Et un monsieur comme Einstein en était très malheureux. Parce que Einstein, il croyait à la connaissance de la réalité. Et quand il a appris que ce n'était pas possible, ben, il était très triste. Si je peux poser Oui. une question. Vous avez rapproché la technique du potier tout à l'heure. C'est-à-dire, j'entendais la technique, depuis le début d'ailleurs, j'entendais la technique avec l'artisanat. Mais en fin de compte, ce dont vous parlez, il me semble que ça a plus à voir avec la technologie qu'avec la technique. Et il me semble que la technologie est venue s'emparer de cette technique qui est quand même du côté de l'imaginaire également, et nouée avec le symbolique, et puis avec le réel du potier. Hein. Et là, je vous ai entendu avec, du côté de la technologie, où il n'y a plus que du symbolique, c'est-à-dire comme si c'était du réel, parce que c'est pas noué. Et donc, il a fallu que j'attende un petit peu pour entendre que vous parliez un petit peu marchand, économique. C'est-à-dire que la technologie, aujourd'hui, elle est nouée avec... elle est liée. Enfin, je ne sais pas comment le dire, là, parce que liée, c'est trop. Je veux dire, elles sont toutes les deux prises comme ça, avec l'économie. Ah oui. Donc, il me semble que tout ça fait qu'on pourrait peut-être se poser la question de savoir ce que ça peut nous faire. Parce que cette technologie, avec cette mémoire absolument extraordinaire, mémoire qui est dans le cerveau, paraît-il, avec le psychique naturellement, avec l'esprit, mais plus on a de la technologie, et moins on retient. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Tout le monde le dit, et c'est en bonne partie vrai. Et plus les gosses ils jouent avec, plus on joue, quoi, je veux dire, avec des instruments, là, des choses et tout, et plus la libido se fixe. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'enfants à venir pour les gens qui sont pris dans les jeux. Ils ont moins de libido. Et c'est-à-dire que c'est pas qu'ils ont moins de libido, c'est-à-dire qu'elle n'est plus souple, elle est fixée avec l'objet qui est fixé. Oui. Bon, donc ce qui est quand même quelque chose où le fétiche est un peu là, parce que tout à l'heure vous parliez, il n'était pas là, mais bon, il est là chez les humains, le fétiche. Ben oui. Voilà. Donc voilà, mes réflexions au fur et à mesure. Écoutez, c'est très intéressant. Technologie, ça veut dire la logique du technique. Technique, ce n'est pas des échafaudages métalliques, des grues, des locomotives. Technique, c'est tout dispositif, comme je vous l'ai dit, qui met en place des mémoires connectées, complexes, capables d'opérer un retour sur le sujet des projections et des objections qu'il a lancées de ce côté-là. Donc ça, c'est déjà le principe des technologies numériques, c'est-à-dire des fabrications de logiciels capables de modeler tel traitement de questions, de volume, tel design. Le design aussi y intervient beaucoup. Donc technologie ou technique, dans ce que j'ai dit, c'est la même chose. C'est un discours de la technique. La technique est un discours de la technique sur elle-même. C'est noyé. Que ça ait rapport à l'économie, qu'à cela ne tienne, bien sûr, l'économie est une technologie, devient une technologie de la gestion des biens, des répartitions, des crises, des offres, des demandes, des ruses. Enfin, mais vous le savez, autrefois on allait acheter son billet de train et on prenait le train. Mais là, la billetterie est devenue une partie énorme
du train, comment les prix varient pour que le train soit le plus rentable possible et qu'il soit plein et que ceci, que ça. Donc, bien sûr que les technologies s'entremêlent et les technologies financières sont terriblement rentables. Quant à savoir où est le symbolique, où est l'imaginaire là-dedans, je vous suis reconnaissant parce que vous m'avez fait goûter ce soir à quelque chose de poétique de la technique. Et ça, je vous suis très reconnaissante parce que c'est quelque chose que je n'avais pas entrevu et que vous m'avez fait parfaitement entrevoir. Par contre, il y a deux choses que je voudrais évoquer. D'une part, un objet, ça se construit, vous l'avez dit. Un objet, ça se construit. Alors justement, est-ce que dans cette avalanche d'objets dont nous sommes absolument comblés, est-ce qu'on a le temps de construire des objets? Ça pose la question du temps et de la temporalité qui est très importante et dont vous n'avez pas parlé. Et ensuite, il y a une autre question il y a une autre remarque que je voudrais faire. Vous parlez de cet homme prothétique dont Freud aurait fait l'éloge, ou en tout cas qu'il aurait évoqué. Mais je crois que Freud, dans d'autres chapitres et dans sa vie elle-même, il en a drôlement souffert des prothèses. Et il a écrit là-dessus. Je ne suis pas capable de retrouver là le texte dans lequel il a écrit, mais où il met en garde. Et il dit bien que c'est le corps étranger. Voilà, c'était les réflexions que je voulais faire, avec quand même cette reconnaissance de la poétique de la technique que vous avez su transmettre. Enfin, en tout cas, que vous m'avez transmis. Je suis évidemment d'accord qu'un objet, ça se construit, que devant ce déferlement, c'est clair que on ne peut y résister et en profiter, je l'ai dit, que si on est très au clair avec ce qu'on veut, avec son désir, avec son objet de désir. Sinon, vous cherchez dans Google quelque chose qui va vous faire rebondir sur autre chose d'intéressant, qui vous emmène ailleurs, et ainsi de suite. Vous aurez passé toute votre soirée à faire une promenade distrayante sur des choses qui n'étaient pas prévues par vous et dont vous ne saurez pas quoi faire. Donc non seulement vous n'aurez pas construit votre objet que vous aviez envie de construire, mais on vous aura désobjectivé. C'est-à-dire votre objet sera dissous dans ce trajet. Et bien sûr, je n'ai pas abordé, vous savez, j'ai tellement de choses à vous dire que j'ai dit ce que j'ai pu. Des techniciens même lucides ont alerté sur les dangers de cette numéricité, de cette digitalité. Ont alerté, c'est que déjà les gens ne lisent plus de la même façon. Quand vous lisez sur écran ou sur le petit appareil qui vous met 10 000 livres, il y a 10 000 ou 20 000 livres qui sont dans le petit boîtier, les gens le lisent, mais ne lisent pas de la même façon que quand on lit une page d'un livre en papier. Pourquoi? Parce qu'ils abordent la page comme si c'était une image, d'instinct, puisque c'est sur écran. Et ils captent des morceaux de l'image, et ça donne un peu d'appui sur la page, mais
la page elle-même n'a pas été lue au sens habituel de la lecture. Bien sûr qu'il y a aussi le danger de la réduction de la parole à l'écrit, même si il y a les phénomènes de dictée qui sont pas négligeables, la reconnaissance vocale, etc. Mais il y a une réduction de la parole à l'écrit qui peut être, qui fait que des gens ne savent plus parler, par exemple. Donc, les effets négatifs existent, et la question, c'est que vous avez un objet monstrueux, nouveau, éclatant, envahissant, qui envahit l'espace aussi, parce qu'il y a des machines qu'on envoie assez loin pour rapporter des nouvelles. Ça explore. Sans ces machines, la physique n'existerait même pas, la physique contemporaine. Donc, c'est du réel, ça. C'est du réel. Ces machines, parce qu'elles produisent des doublures d'un réel que, de toute façon, on ne connaît pas. Donc, si vous voulez, si je devais mettre, en fait, un signifiant sur tout cet ensemble, je vous dis, on va dire, on a affaire à une aventure de l'homme avec ses doublures possibles et virtuellement infinies. Un peu schizophrénique. Comment? Un peu schizophrène. Quelqu'un peut gérer ce rapport au double de façon schizophrène, bien sûr, et d'autres peuvent ne pas le gérer de façon schizophrène. Que ça puisse fixer la libido, ce que vous dites est très juste. Si c'est le propre de toute addiction. Les drogués, ils baissent pas tellement, hein. Donc, oui, les drogues vraiment sérieuses, ils n'en ont pas envie, n'ont pas besoin, n'ont pas de désir. C'est comblé. L'ordinateur peut faire la même chose. Oui, voilà, ça existe. Et oui. Vous avez dit à un moment, ce qui caractérise l'humain, c'est l'interprétation. Et bon, ça fait du créatif. Ça peut. Oui, ouais. ça peut. Oui. Mais vous êtes passé aussi après, et ça fait du calcul. Vous avez comme assimilé créatif-calcul, j'ai eu l'impression, et en disant après du calcul, du déductif, enfin l'art de la poésie, l'art, oui, le calcul genre dans l'interprétation quand même. Et donc du déductif sort le signifiant. Du calcul, de la déduction va sortir le signifiant. J'aurais bien aimé que vous... Oui, j'ai bien vu que vous aviez décroché à ce point-là. Oui, mais ça m'intrigue justement aussi. Oui. Calcul, signifiant, calcul, oui, je vais vous expliquer. J'ai dit, il y a techné en grec et il y a assez en hébreu, qui veut dire faire. Oui. Mais l'art de faire, c'est de faire avec de la pensée. Il faut penser ce qu'on fait. Oui, c'est aussi de la matière. Bien sûr. C'est un dialogue entre la pensée et la matière, entre la main et l'esprit. Oui. D'accord? Oui. Et justement, penser dans cette langue hébreu, c'est le même mot que calculer. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement de la combinatoire. J'ai dit qu'il y a créativité lorsque on livre des données articulées, on les livre à une machine abstraite qui n'existe pas, qui ferait des calculs à très grande vitesse et qui sortirait un résultat intéressant.
Or ça, nous le faisons tous les jours lorsque nous livrons ces données à notre psyché qui en fait un rêve. Où nous les livrons, ça veut dire notre inconscient les perçoit, et lui, je ne sais pas ce qu'il fait, mais ça ressort d'une façon parfois créative. Il dit, tiens, j'ai vu ça hier, et j'ai rêvé ce truc, et voilà qu'aujourd'hui je fais. Mais c'est une idée, on la trouve géniale, etc. Voilà en quel sens le rêve interprète. Le rêve interprète. Et on interprète les rêves. D'accord? Donc, il y a un enchaînement. Voilà. Donc, il y a une double interprétation. Le rêve interprète les données, et nous, on interprète ce que le rêve en a fait. C'est-à-dire ce que la machine à calcul infini en a fait. Sauf que ce n'est pas des calculs infinis, c'est simplement un passage par un champ magnétique très intense, que Freud a appelé sa première topique, qui est entre perception et mémoire. La perception prend des mots comme des objets, la mémoire prend des sensations comme des mots, ça se combine et il sort quelque chose d'assez chaotique, qui est un rêve, ou une œuvre d'art. Que fait l'artiste? Il prend aussi des données, il les transmue avec sa névrose, ses fantasmes, sa psychose, si c'est le cas, et il sort quelque chose qui est une autre interprétation de son histoire, percutée par les données dont il est parti. Voilà. Est-ce que ça sort? Est-ce que c'est le signifiant? Ça sort en tout cas quelque chose de signifiant. Voilà. Mais le calcul, c'est aussi le calcul des personnes, c'est-à-dire leur addition et tout ça. Alors je ne comprends pas. Leur addition, c'est-à-dire on additionne les personnes, puisqu'après tout ce sont des objets, hein, elles sont réduites là. On additionne des personnes, on en soustrait, c'est-à-dire qu'on ne les nomme plus. Et si on veut bien regarder un petit peu les nombres, ce genre de choses, me semble-t-il, on est mis en garde avec ça. Ces additions, ces soustractions, ces divisions, ces multiplications nous mettent en garde. Et là, avec la technologie, nous sommes que des numéros à calculer. Là, je pense aux déportés, qui, eux, étaient des numéros. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'on les a nommés à chaque fois qu'on a su leur nom. Bien sûr, mais on les a traités, on leur a donné comme nom des numéros. Est-ce que le déchaînement numérique vise à nous nommer comme des numéros, à nous réduire à des numéros? C'est en partie vrai, parce que quoi que vous fassiez, vous l'avez remarqué, si vous entrez dans une application, vous donnez vos identifiants. Donc, les identifiants. Le code barre. C'est code barre. Oui, votre numéro. Voilà. Ben oui, c'est comme ça. C'est ce qu'ont fait les nazis. Si c'est l'horreur, sans doute absolue, c'est pas parce qu'ils mettaient des numéros. Ils mettaient des numéros parce que ces corps, ces Stück, ces morceaux étaient destinés à un certain traitement. Donc c'est pas le numéro qui est en cause. Après, le numéro est resté comme le symbole de ce traitement. Mais ils enlevaient les identités, l'identité de chacun. Bien sûr, l'identité de chacun était... Bon, on ne va pas entrer dans le traitement nazi des choses, mais je crois que ce serait une erreur de faire une comparaison entre la numérotation des corps par les nazis
et puis la numérotation des usagers par leurs différents identifiants. Je pense qu'il y a des livres sur les managements dans les sociétés, ou je ne sais pas comment ils s'appellent. Monsieur Chapoutot. C'est Chapoutot, voilà pourquoi j'avais oublié. C'est Chapoutot, en effet, il s'appelle, et qui a fait un rapprochement entre les managements nazis de l'époque et ceux, par exemple, d'Orange. Tout à l'heure, on parlait d'Orange, de la façon dont il y a les managements qui se font. Donc, je pense je crois penser vraiment ce qui nous arrive. Il n'y a pas d'éthique là-dessus, ça m'inquiète un peu. Je ne suis pas mathématicienne assez pour ne pas m'inquiéter, peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas assez. Mais là, vraiment, la science, la technologie, en tous les cas, désubjective complètement, nous désubjective complètement. Là, aujourd'hui, il y avait une manifestation des cheminots à la gare je ne sais trop quoi, et qui disaient « nous ne sommes pas des machines, parce que nous ne rencontrons plus personne, nous rencontrons que des machines ». Bon, donc il n'y a pas que du bon, il y a du bon, ça c'est formidable, hein, je ne passerai pas de certains instruments, mais il faudrait peut-être réfléchir ce qui peut être bon et ce qui peut être mauvais là-dedans, puisque ce n'est plus que la technologie qui fait la technologie à l'heure actuelle. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Tu es déjà pessimiste. Vous avez raison. Et dans l'expérience quotidienne, on est obligé de constater que dans cette société de communication, c'est même d'une violence inouïe, parce qu'une fois que vous avez acheté votre billet ou votre produit, etc., allez voir comment vous allez faire une remarque ou faire une observation ou protester. Il n'y a pas à qui parler. Et en même temps, la personne qui parlait avec la machine de Wissenbaum et qui était contente, elle trouvait à qui parler. C'est comme ça. Il faut prendre... Oui, mais c'était quand même très restreint, votre exemple de Wissenbaum. Là, maintenant, c'est plus du tout la même échelle. Oui, mais les gens ne parlent pas avec les machines, ils parlent très peu avec les machines, et ils parlent encore moins entre eux. Mais apparemment, ils se débrouillent quand même, parce qu'on n'a pas l'impression, quand on se promène dans la rue, qu'on a devant soi des autistes ou des gens comme ça inabordables. Pas du tout. Donc j'aurais voulu transmettre non seulement une certaine poétique de la technique, mais du rapport à la technique. Les gens, théoriquement, doivent être aliénés, et concrètement, ils ne le sont pas tant que ça. Ce qui les aliène, c'est... Là, c'est un sentiment personnel, mais repose sur l'expérience. Ce qui les aliène, là où moi je vois le fétiche, c'est la place. La place qu'ils ont. La place qu'ils occupent. Le boulot, le métier, la place qu'ils occupent dans un groupe, dans une institution. S'ils risquent de la perdre, c'est la mort. C'est pire que la mort. C'est la déchéance. Mais est-ce que c'est nouveau, ça? Non, justement. C'est très ancien. Mais oui, mais la place est devenue, surtout dans certaines sociétés comme la nôtre, ici, quelque chose de tel que pratiquement ceux qui l'occupent, s'il ne veut pas la perdre, doit tenir un double discours ou un triple discours. Et je l'ai observé, si je vous en parle, c'est que je l'ai observé pas plus tard qu'hier. Quelqu'un qui me dit «
oui, ce que tu as dit sur tel sujet, etc. J'étais entièrement d'accord, c'est juste, c'est vrai, etc. Et puis quelqu'un d'autre m'a dit que dans une émission télé sur ce même sujet, il disait exactement le contraire. Oui, mais alors est-ce que si... Et j'ai compris que c'est pas du tout parce qu'il est schizophrène, c'est parce que il doit ménager son lien avec moi et son lien avec ceux à qui il parlait. C'est un délit quand même. C'est un peu pervers, je veux dire. Mais c'est une perversion. Mais c'est une perversion quotidienne et massive. Quotidienne et massive. Lacan parle dans une séance de séminaire des noms du Père au mois de mars, et il parle du noméant, nommé à une fonction. Oui. Et il dit qu'on est en train d'assister à une dégénérescence catastrophique. Oui, mais ça s'appelle la lâcheté, ça veut dire le fait que les personnes, vu la tension de la technologie, du marché du travail, de l'économie, etc., les gens sont placés banalement dans la situation que pouvait connaître un Allemand moyen s'il prenait la défense d'un juif au moment des rafles, il risquait de perdre sa place. Eh bien là, il n'y a pas de nazis, il n'y a pas de rafle, mais il y a la même peur de perdre une once de sa place. Et ça, je suis désolé, mais la technologie n'y est pour rien. Ben non, pas pour les affects des personnes. Il n'y a rien de nouveau, je vais dire, dans les personnes. Là, le nouveau, c'est la tension. C'est d'une tension inouïe. Oui, mais vous ne pensez pas que c'est un rapport à la temporalité, à ce temps réel qui nous bombarde d'événements en permanence, et quel est le temps de la temporalité, enfin la temporalité psychique? Qu'est-ce qu'elle devient là-dedans? Je pense que ça, quand même, c'est une tension permanente. Mais, à qui le dites-vous, j'émerge d'un livre sur le temps que je suis en train de terminer et j'arrive à des conclusions assez particulières et qui font que, bien sûr, avec cette floraison d'objets, cette invasion d'objets, les gens n'ont plus le temps de prendre le temps. Parce que le temps n'existe que si vous le prenez. Si vous ne prenez pas le temps, ce temps-là que vous alliez prendre et que vous n'avez pas pris, il a déjà disparu. Il n'existe pas. Dire juste avant, cette espèce d'angoisse collective, c'est séparé, c'est pas lié à la technologie. Mais justement, est-ce que c'est pas un effet de cette espèce d'ambiance où le temps disparaît, où tout est extrêmement rapide et où il y a une espèce d'effacement de la parole? Donc ça n'a pas toujours existé. Oui, ça n'a pas toujours existé. Mais, non, je disais les places. La lutte pour les places, ça a changé de forme. Les gens qui sont dans le délit, les nazis qui pourraient être là-dedans, se sont toujours servis de la technologie. C'est bien ça le cri fou qu'il y a eu. Ils se servent de la technologie. Alors la technologie est pour rien dans les renversements, les dénis que fait l'humain. C'est de l'humain, quoi, je veux dire. Par contre, il faut entendre que cet humain va se servir de la technologie. Bien sûr. Non, ils se sont d'abord servis du langage lui-même. Ils se sont servis de la capacité de dévier le langage. C'est ce que montre Clapeyron, c'est ce que reprend Johann Chapoutot. Oui, c'est préalable. aussi chez Chapoutot. C'est préalable. Le façonnage du corps. Parce que dans tous les dispositifs pour aménager pour le bien-être des gens soumis à cette haute technologie, on retrouve
Mais des modulations, des conditionnements du corps, comme chez la jeunesse nazie. Oui, des conditionnements comme Du quoi? corps. Oui, comme quoi, par exemple? Comme dans la jeunesse nazie, les rapports de la gym, le repos, des choses qui sont aussi complètement... La santé, la gestion du oui, corps. le bon corps, le corps sain. Et avec beaucoup de néologismes qui arrivent à ce moment-là. Là, aujourd'hui, on parle de la nouvelle langue. On parle de signifiant, tu vois, il y a une espèce de chose qu'on nous impose, là. Une personne dont vous avez parlé tout à l'heure, qui change d'avis en fonction de l'interlocuteur, moi c'est ce que j'appelle les néosophistes. On est en permanence influencé par ces néosophistes qui sont les communicants actuels. Et on ne sait jamais où on est. Surtout, on ne sait pas qu'on est influencé. Oui. Ils disent tout et son contraire À l'effort. en même temps. On, je dis on, c'est... Moi, je m'amuse. Quand j'ai le temps, je passe dans ma cuisine au moment des infos, c'est un vrai régal de voir que c'est un discours, mais c'est un discours de propagande de A à Z. Mais, mais un battage, quelque chose d'inouï. Je lis dans le métro, je n'ai un type lisait Le Monde. Le Sénat acquitte Trump dans une Amérique de plus en plus divisée. On voit qu'ils n'avalent pas le fait que Trump n'ait pas été éjecté entre nous, quel qu'il soit, le bonhomme. Pourquoi l'éjecter comme ça? Ils n'avalent pas ça, crac. Il faut que vous avaliez que l'Amérique est de plus en plus divisée. On pourrait dire la France de plus en plus déchirée, on pourrait dire de l'Europe de plus en plus... Ce sont les démocrates, ça, qui disent ça. Oui, les éléments de langage aussi en permanence qui sont codés. Oui, absolument. Ce qui fait qu'on ne se parle pas. On échange, mais on ne se parle pas. Mais vous savez, j'ai pas dit tous les aspects négatifs, parce que je voulais vous transmettre quelques points essentiels. Mais pardon? Je dis ça, c'est bien. Mais Cet aspect positif. oui, parce que vous savez, par exemple Google, c'est magnifique de pouvoir cliquer, avoir les infos de telles que vous cherchez, surtout si vous savez ce que vous cherchez. C'est magnifique. Mais maintenant, l'un des patrons de Google, il dit « Nous ne serons satisfaits que lorsque la gestion des données qu'on recueille sera faite en temps réel. » Ça veut dire qu'ils ne seront contents que si, quand vous cliquez sur un mot, vous avez la dernière page qui a été postée. Or, ce n'est pas forcément la plus intéressante. Vous comprenez? Donc vous irez accéder et vous arrivez à quelque chose de magnifique, des trucs de moins en moins intéressants. Or, cette idée que ce qui se fait de plus opérationnel, pratique, etc., c'est ça l'avenir. Figurez-vous que j'ai trouvé ça sous la plume de gens au XIXe siècle. Lamartine a dit, je vais vous trouver la citation, Lamartine a dit que c'est magnifique avec les journaux, on a tout de suite les nouvelles, c'est tout juste, s'il ne disait pas en temps réel, en 1830, on a tout de suite les nouvelles, qu'on peut vraiment dire qu'à partir de maintenant, le seul livre qui vaille, c'est le journal. Vous allez voir. Lamartine. Qu'est-ce que j'ai? Voilà. Alphonse de Lamartine. Ah ben je l'ai en anglais parce que je l'ai lu dans un bouquin en anglais. Et un bouquin que je vous recommande, d'un type qui s'appelle Nicolas Carr, C-A-2-R. C'était un adepte de Google,
un farouche soutien, puis qui s'est retiré parce qu'elle dit c'est pas possible de poursuivre ce travail de cette façon parce que ça s'emballe. Il y a l'emballement. Voilà. Alors donc, il dit la pensée, voilà Lamartine 1831. La pensée va s'étendre à travers le monde avec la rapidité de la lumière, aussitôt conçue, aussitôt écrite, aussitôt comprise. It will blanket, ça va recouvrir la terre d'un pôle à l'autre, instantanément, brûlant avec la ferveur de l'âme qui veut aller en avant. This will be the reign of... Voilà. La pensée n'aura pas besoin de temps pour mûrir, pour accumuler, pour se coaguler sous la forme d'un livre. Le livre arrivera trop tard. Le seul livre possible à partir d'aujourd'hui, c'est le journal. Lamartine, 1800. Aujourd'hui, il serait comblé. Aujourd'hui, il serait comblé et en même temps démenti. Et en même temps démenti. Lequel d'entre nous ne se passionne pas pour des livres réels? Donc, c'est là que je vous dis, il faut pas... Pour moi, c'est de la propagande qui dit... exactement comme il y a une espèce d'alerte à fin du monde, des décompositions générales, que de gens qui sont dans une bonne situation, qui sont sereins, qui ont des amis, une belle femme, des enfants, etc., où disent le monde est en pleine déliquescence, etc. Voilà, on croit. Et apparemment, l'être humain a besoin d'inscrire la catastrophe pour pouvoir profiter un petit peu de ce qu'il a, du petit peu qu'il a. Allez savoir pourquoi. Et est-ce que ce catastrophisme, ça n'est pas le fait d'une espèce de mélancolie qui s'empare des gens à cause du fait que justement la subjectivité a disparu? Il n'y a plus de vie subjective. Il n'y a plus de vie psychique. Oui, mais moi je la vois, je ne vois pas. C'est pas possible de dire ça, dans mon sens, c'est pas possible de dire qu'il n'y a plus de vie psychique, il n'y a plus de subjectivité. Il y en aura, tant qu'il y aura des humains et du langage, il y aura des subjectivités. Après, ça se modifie. Moi, je ne vois cette perte de subjectivité que chez quelques rares patients que je reçois qui réellement, je dirais matériellement, n'ont pas eu où construire leur subjectivité et sont détruits de ce côté-là sans être psychotiques et qu'on aide tout doucement à construire ce socle pour que leur subjectivité qui est encore vivante puisse s'exprimer. Donc voilà, on est ici une quinzaine, c'est des subjectivités qui carburent toutes et avec chacune ses problèmes. Dire qu'il n'y a plus de subjectivité, ça fait partie des slogans de certains discours qui ne sont pas nécessaires. Voilà. Eh ben, nous allons remercier Daniel Simoni de ce transfert en passant par l'ode poétique à l'objet et sa réhabilitation. Et la phrase de Lamartine. Voilà, nous avons commencé avec l'affect toi et nous finissons un peu persécutés par l'objet technologique. Bon, allez, bonne nuit. Bonne nuit.